Bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette table ronde organisée dans le cadre de la mêlée numérique. C'est une table ronde qui va être consacrée au podcast, qui est un format qui est en vogue depuis quelques années et qui du coup est très prisé par d'abord la presse, mais maintenant aussi par beaucoup de marques et également des entrepreneurs qui vont s'en servir, notamment pour faire la promotion de leur activité. Néanmoins, en fait, on voit qu'il y en a beaucoup qui sont produits, on voit que c'est finalement assez facile d'accès techniquement, mais est-ce que c'est si facile que ça? Quelles sont les bonnes recettes pour faire un podcast? Quelles sont les bonnes questions à se poser? Et du coup, on a choisi d'organiser cette table ronde justement pour essayer de répondre à ces questions, avec trois familiers de ce format, que sont du coup Milia Legassa, qui est donc ancienne journaliste, productrice de podcast. Je vais te laisser te Bonjour. présenter. Ouais. Oui, donc effectivement, moi j'ai fait 12 ans de radio et aujourd'hui je produis en fait des podcasts, notamment pour des marques. J'ai moi-même mon podcast un peu label et après on développe avec un studio de production de podcasts, donc à deux en collaboration. On développe des podcasts pour les marques sur demande en fait, donc en travaillant avec des agences de com ou directement avec les services communication des entreprises. Voilà. Donc, merci Milia. Alors pour être tout à fait transparent, moi je m'appelle Xavier Allu et en fait j'anime un centre de formation au contenu numérique où on forme nos stagiaires notamment, pas que, mais à produire, créer et diffuser des podcasts. Et donc on travaille avec Milia qui est formatrice également avec nous et du coup qui travaille avec des marques pour leur apprendre justement à utiliser ce format-là. Voilà. Du coup après on a Frédéric Marie, qui est photographe quand même à l'origine, ne l'oublions pas, mais qui a du coup utilisé ses capacités pour les transmettre et du coup qui donc travaille pour la presse en tant que photographe, mais également une activité de formation pour essayer de vivre de la photographie quand on veut se lancer. Et du coup, je vais te laisser te présenter pour expliquer la suite et comment tu utilises le podcast, peut-être un peu juste rapidement avant de le développer dans ta stratégie. Ouais, merci pour l'invitation. Du coup, moi, je suis photoreporter, donc je travaille pour la presse magazine et j'ai développé une activité de formation au web marketing à destination des photographes. C'est assez niché et j'accompagne des photographes dans leur stratégie d'entreprise parce que c'est pas un truc qui est très c'est compliqué d'avoir la vision d'entrepreneur quand tu es photographe de presse ou photographe auteur. En développant une communauté, une audience, je me suis intéressé au format du podcast parce que j'en consommais moi-même beaucoup. Et j'ai lancé mon podcast il y a 2 ans sur cette thématique avec essentiellement des interviews d'autres acteurs de la photographie, donc des photographes, des rédacteurs en chef, des iconographes, des influenceurs, voilà, des gens qui vont partager du contenu sur des formats assez longs, entre 1 heure et 2 heures, parfois plus. Et voilà. Il y a de l'audience? Comment ? Tu as de l'audience sur ce podcast? Ouais, alors c'est une audience très très qualifiée, donc en général ça tourne autour de 1000 écoutes l'épisode à peu près. Après, j'ai pas vraiment de régularité dans le contenu. Des fois, j'en sors un par semaine, des fois un par jour, sur des petites périodes de 1 mois ou 2. Donc là, aujourd'hui, il y a un peu moins d'une centaine d'heures de contenu, 174 épisodes, un truc comme ça, avec beaucoup d'interviews, beaucoup de profils différents, des reporters de guerre, des photographes de mariage, voilà. D'accord. Merci du coup Fred aussi d'être venu participer Plaisir. à cette table ronde. Et du coup, je termine avec Laurent Chicoineau, qui est un familier des lieux, puisque c'est le directeur du Quai des Savoirs, mais qui, dans ce cadre-là, a lancé également un podcast que je te laisse présenter. Ok, bonjour. Effectivement, donc moi aussi je viens un peu de la radio. Enfin, j'ai fait 5 années de radio pour démarrer ma carrière il y a un petit moment. Et du coup, quand je suis arrivé au Quai des Savoirs, en fait, j'ai découvert qu'il y avait un studio radio au Quai des Savoirs. Donc, chance. Il y avait un studio radio et ça faisait partie un peu de... Bon, le projet était en train de naître, en train de démarrer, et ça faisait partie de la stratégie du culturel, donc puisqu'on est un lieu culturel, à cheval entre la culture numérique, la culture scientifique et puis le développement éco. Et donc voilà, l'enjeu du podcast du Quai en 2 mots, puis on en reparlera, hein, mais c'est de régulièrement diffuser auprès, on va dire, de nos communautés que sont les enseignants, les acteurs culturels, les artistes, les chercheurs, de diffuser en fait régulièrement des retours d'expérience et
des projets et de la veille stratégique qui se fait à la fois chez nous mais aussi dans nos réseaux pour animer justement cette communauté et puis essayer de développer en fait les axes qui nous intéressent aussi particulièrement, hein, clairement. Donc notamment les collaborations entre artistes et scientifiques. Donc c'est des choses qu'on essaie de stimuler. On a par ailleurs des résidences d'artistes ici au Quai des Savoirs. Et donc du coup, à chaque fois qu'on a une résidence d'artistes, on documente ça avec un podcast. Voilà. C'est aussi de travailler sur toutes les innovations en matière d'éducation, de médiation culturelle. Voilà. Donc c'est aussi c'est le deuxième axe thématique du podcast. Et enfin, pour terminer, notre audience, c'est essentiellement des collègues, des professionnels, des étudiants francophones, puisqu'on en a en Belgique, on en a en Suisse, on en a en France, au Québec. Et en gros, on tourne à environ entre 500 et 1000 écoutes par podcast. On en a sorti une vingtaine, voilà, tous les mois depuis 20 mois. Un par mois depuis 20 mois. D'accord. Alors pour entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par une question simple, avant de parler des opportunités un peu plus tard. Est-ce que c'est dur de faire un podcast ? Puisqu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, qui essayent de se lancer, etc. Donc je sais pas, Milia ? Est-ce que c'est dur de faire un podcast ? Je dirais qu'il y a différents types de podcasts en fait. Vous pouvez essayer de vous lancer tout seul dans votre cuisine avec juste un micro, voire même avec juste votre portable et vous enregistrer sur dictaphone. Et franchement, ça peut marcher. Ça peut marcher. Il y a des gens qui l'ont fait. Il y a des gens qui sont écoutés des millions de fois, comme je pense à, j'ai oublié son nom, mais celle qui fait le podcast Change ma vie, qui le fait, c'est clair, depuis le départ dans son bureau ou je sais pas, chez elle, dans son salon, mais en tout cas, elle n'a pas du tout des grands moyens techniques. Aujourd'hui, maintenant, elle a un site internet, elle a tout un truc autour, tout un business autour, mais elle l'a fait clairement dans son salon en partant de pas grand-chose avec juste ses idées. Donc si c'est juste pour faire du talk comme ça pendant une demi-heure, de parler toute seule sur quelque chose, c'est possible, il y en a qui le font. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut vraiment, faire ce qu'on veut avec le podcast. Donc, si on veut effectivement le faire facilement, on peut le faire facilement et on peut même le publier, en fait. C'est ouvert à tous, en fait. Tout le monde peut le faire. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, que vous allez être écouté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les marques, puisqu'on est là quand même pour parler du podcast de marque, ne font pas les podcasts dans leur salon. C'est clair. C'est organisé. Il y a des heures de... Il y a de la préparation, il y a du tournage, il y a des briefs, il faut aussi de la créativité parce que maintenant, quand même, ça se multiplie, donc tout le monde ne doit pas faire pareil. Enfin, c'est pas si simple de faire un bon podcast. Et puis après, c'est quand même techniquement pas si évident que ça. En réalité, il faut quand même un minimum de matériel, il faut quand même des bons micros, et il faut quand même quelqu'un qui puisse faire le mastering, faire le mixage global, le montage et tout. C'est un vrai savoir-faire. Ça s'improvise pas. On peut le faire vite fait sur Audacity, mais ça suffit pas au bout d'un moment. C'est mon point de vue, ouais. Fred, est-ce que quand tu t'es lancé, est-ce que tu as acheté du matériel ou tu t'es lancé comme ça avec ton téléphone ? Moi, j'utilise j'utilise 2 petits dictaphones Sony qui ont une petite pince qui permet de s'accrocher comme un micro-cravate. C'est pas très cher, donc j'ai besoin juste de ces 2 petits trucs qui tiennent dans la poche. J'en mets un sur mon invité, un sur moi, et après je mixe sur Premiere Pro. Donc j'enregistre une intro, je mets une petite musique au début, une petite musique à la fin. Je coupe très peu dedans, parce que l'idée c'est de créer une conversation et les gens ont l'impression d'être avec toi pendant que tu le fais. Maintenant, j'ai des facilités grâce à ma prof de radio de l'époque, parce que c'était ma prof. Donc je sais comment on parle, comment on a je prends un coup de vieux, pas possible, c'est horrible. C'est il n'y a pas longtemps. Ouais. Et du coup, voilà, à force de le faire, ça devient simple. Et pour moi, c'est assez simple, parce que j'ai une routine de travail qui fait que c'est simple. Maintenant, je conçois que ça peut être compliqué, mais comme disait Mia, en fait, comme c'est très libre, surtout quand tu es tout seul, tu n'es pas une entreprise avec tu n'es pas une grosse PME, tu peux te permettre de faire le truc de façon assez artisanale. Et c'est même, je trouve, apprécié en fait. Les gens aiment bien le côté un peu gonzo. En fait, ça dépend du ton que tu veux donner, ouais. C'est ça. Si on peut vouloir montrer qu'on est dans un salon et que du coup, il faut que le son, qui est l'ambiance, on est dans un salon, on n'est pas dans un studio de radio en fait. Ça, il faut pouvoir aussi le transmettre. Donc quand tu es sur le terrain, il faut avoir une impression de terrain. Voilà. Mais c'est vrai que maintenant, de toute façon, les marques audio font des super trucs et effectivement, les petits micros dont tu parles, ils sont géniaux. C'est super. Ouais. Même avec le téléphone et un micro-cravate, ça suffit largement, quoi.
Donc si je comprends bien, techniquement, on peut aller loin dans la Possible. technique, mais on peut démarrer sans forcément beaucoup de moyens. Ce qui compte, c'est quand même l'idée, j'ai envie de dire, la ligne éditoriale. Comment vous avez fait au Quai des Savoirs pour définir justement les angles en fait, et la ligne éditoriale de ce que vous alliez diffuser? En fait, c'est vrai que je rejoins ce qui est dit, parce que on peut tout à fait, enfin moi ça me rappelle mes expériences de radio associative aussi, enfin, on peut très bien faire de la radio super fascinant, c'est ce qui en fait un média génial et super léger, super agile, réactif. Je veux dire, on peut tout de suite produire, c'est vraiment facile d'accès. Du coup, derrière, le corollaire, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le contenu, quoi. C'est ce qu'on raconte, c'est la narration, c'est les angles qu'on va choisir, c'est la manière dont on va parler qui va faire l'intérêt ou pas du podcast. Le son, on est capable d'écouter, de tendre l'oreille. Si le gars ou la fille qui nous parle, ils sont vraiment intéressants, on va tendre l'oreille. Donc là-dessus, c'est vraiment intéressant. Après, nous, comme on a fait, on a voulu, on est parti d'une idée qui est un peu classique, je dirais, pour les institutions, hein, c'est de montrer un peu l'envers du décor. Donc c'est de dire, finalement, le podcast, qu'est-ce qu'il nous permet ? Il nous permet de nous mettre un peu à distance par rapport à ce qu'on fait au quotidien et de montrer un autre visage au public, qui est celui de... derrière l'envers du décor, comment on fait, comment on bosse, donc c'est un peu cette idée, mais que certaines entreprises font aussi, hein, de montrer comment ça se passe en back-office pour justement humaniser un petit peu les services ou les produits, et puis se mettre aussi au même niveau, je dirais, que les publics. Donc on est parti de ça, et puis petit à petit, en fait, on s'est dit, en même temps, on ne va pas se parler qu'à nous-mêmes, et ça, je crois que c'est un point super important, c'est quand on fait un podcast, c'est vraiment d'avoir conscience qu'on parle à quelqu'un, et plus on va se figurer ce quelqu'un, et plus on va, je dirais, être en empathie avec ce quelqu'un, ou ces quelqu'un, quoi, même s'ils ne sont pas hyper clairs, évidemment, mais c'est ça qui nous semble important, et pour moi, la règle de base, c'est surtout pas se parler à soi, quoi. On n'est pas là pour s'écouter parler, on n'est pas là pour écouter ses bonnes blagues ou ses bons trucs, on est vraiment là pour parler à quelqu'un. Et c'est quelqu'un, en plus de ça, grâce aux réseaux sociaux, parce que je pense qu'il y a un écosystème, il faut voir le podcast aussi dans un écosystème de com. Je veux dire, quand on a des retours par les réseaux sociaux, par Twitter, donc Mariette qui est là, qui tweet beaucoup, qui participe au podcast, je veux dire, on voit bien qu'on a des retours, et du coup, que ça, c'est intéressant, parce que ça donne vraiment une dimension concrète à la communication à distance qu'on a à travers le podcast. Et ça me paraît vraiment important de penser à quelqu'un, de lui parler et de raconter quelque chose. Ouais, j'ai quand même envie de dire que la base de la base, c'est le son. Enfin, voilà. Si on a un son pourri, de toute façon, personne ne l'écoutera. En fait, c'est comme une photo floue ou un texte sur Internet avec, je sais pas, une police qui va faire mal aux yeux. Si ça pique les oreilles, personne ne l'écoutera, quoi qu'il arrive. C'est vraiment la base de la base. Il faut quand même que ce soit écoutable, propre. Il faut que ce soit propre à l'oreille. Juste ça, c'est déjà la base. Après, sur la question de la proximité, oui, c'est toute la magie de la radio que d'avoir l'impression de murmurer à l'oreille de quelqu'un et d'avoir l'impression qu'on nous parle que à nous, alors qu'en fait, il y a peut-être 30 000, 50 000 ou 1 million d'auditeurs. Et c'est ça qui fait quand même le sel encore du podcast aujourd'hui. Peut-être encore plus avec le podcast qu'avec la radio. Comment faire des marques pour pas faire de la publicité, mais essayer de s'humaniser ou d'être plus authentique via justement la voix et l'intimité que procure le média radio? Là, c'est vraiment tout l'enjeu du podcast de marque. Et c'est vraiment tout ce qui est en train de se jouer en ce moment. Ça se met en place, on en est un peu au balbutiement de tout ça. Mais c'est clair qu'il ne s'agit pas de faire de la pub. Un podcast de marque, c'est vraiment comment valoriser, comment mettre en avant les valeurs de sa marque à travers une histoire sans faire de la pub directement pour la marque. Par exemple, Gemio, qui est un des plus connus, a fait un podcast qui s'appelle Shala Love sur l'amour, les rencontres amoureuses, etc. Et en fait, ils vendent des bagues, ils vendent des bijoux, quoi. Donc voilà, ils racontent plein d'histoires d'amour super belles avec des gens qui se terminent toutes par une demande en mariage, par exemple. Voilà. Non, ça, c'était pour le côté romantique. Après, il y a, je sais pas, par exemple, je crois qu'il s'appelle Dot ou Trot, je sais plus, un podcast sur les trottinettes, un podcast sur les déplacements urbains et qui raconte des histoires sur les déplacements urbains. Et en fait, eux, ils vendent des trottinettes électriques. Voilà. C'est à côté, en fait. C'est à côté, mais c'est le territoire de marque. C'est vraiment de la stratégie de marque globale et c'est plus sur la notoriété. Il faut donner une valeur ajoutée à l'auditeur. En fait, c'est l'histoire. Quelque part, chaque marque a une histoire à se raconter, en fait. C'est ce qu'ils essayent tous de nous faire croire ou de se faire croire.
Et en fait, cette histoire, via le podcast, maintenant, on peut vraiment la raconter. Comme Dior qui a fait un podcast sur les coulisses de l'Opéra de Paris. C'est tout d'un coup, on est l'élégance, nous on voudrait être ça, c'est ça notre rêve, on va vous raconter une histoire autour de ça et c'est nos valeurs qu'on véhicule à travers cette histoire. Oui, il y a Orange qui avait fait un podcast aussi sur des histoires du futur pour mettre en scène justement les objets connectés, pour mettre en scène les robots de téléprésence, etc. quoi. Et en fait, c'était comme des dramatiques radio, c'était juste des fictions et c'était produit par Orange avec une super réalisation. Et c'est comme ça que toi, Fred, tu as pensé ton podcast, c'est-à-dire cette rencontre sur le terrain, parce que toi, tu as un côté très reportage, très terrain. Du coup, c'est pour ça que tu as choisi de faire que les auditeurs assistent à une rencontre avec un photographe ou avec quelqu'un, ou tu l'as fait à l'instinct complet? En fait, je l'ai fait un peu par accident, parce qu'au début, je faisais des interviews de photographes pour ma chaîne YouTube. Donc, face cam, avec un micro sur la personne. Et lors d'un événement à Venise, pendant un workshop avec plusieurs grands photographes, j'ai pu avoir accès à une dizaine de photographes vraiment très connus. Donc j'ai lancé les interviews et ça a duré très longtemps. Donc ça a duré une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Je me suis dit ça va pas le faire d'avoir un mec sur un fond blanc pendant 1 heure. Du coup j'ai transformé ça en podcast. Le problème c'est que j'avais pas de micro sur moi. Donc là on revient sur la question du son. Et en fait ce qui est assez marrant c'est que les 10 premiers épisodes du coup ont un son inaudible quand je pose des questions. Et au final je dois avoir peut-être 5 ou 6 commentaires négatifs sur ça. Mais tu vois, c'est les mecs qui mettent 5 étoiles sur iTunes qui te disent dommage pour le son. Et en fait, je l'ai fait en me disant ça sert à rien de prendre du temps pour refaire les questions parce que ça me prend trop de temps et je vais procrastiner, je finirai par pas le faire. Du coup, je l'ai fait, je me suis dit ok, la prochaine fois ça sera mieux. Et ce qui est bien avec les podcasts quand tu es tout seul ou les vidéos YouTube, c'est pareil. Les premiers contenus que tu fais sont tous pourris. De toute façon, personne ne les regarde, ça tombe bien. Et au final, tu as une marge de progression qui continue. Et donc c'est comme ça que je l'ai pensé. Et après, c'est très égoïste parce que de faire des podcasts comme ça me permet de rencontrer des gens que je pourrais jamais rencontrer sinon. Tu vois, quand on est journaliste, on a accès à des gens qui ont fait des interviews. Des gens comme Patrick Chauvel, des reporters de guerre, ou Franck Boutonnet, photographe de mariage, des gens qui, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais dans le milieu de la photo, c'est des gens qui, voilà. Du coup, j'apprends beaucoup de choses quand je leur parle et je leur pose des questions qui m'intéressent aussi à moi. Et du coup, derrière, ça permet d'apporter de la valeur à l'audience. Mais pour moi, le podcast, c'est juste un canal d'acquisition comme un autre, au final. C'est-à-dire que c'est la même chose qu'un article de blog, qu'un post Facebook, qu'un post Instagram, sauf que tu touches les gens d'une façon différente. Les gens ont ta voix pendant 1 heure dans leurs oreilles, en train de faire du sport, autre chose. Donc tu peux plus facilement derrière leur proposer des choses. Mais comme disait Mia, il ne faut pas faire de pub frontale, sinon ça ne sert à rien. Tu t'apportes de la valeur et les gens après décident de te suivre ou pas, sans que tu aies besoin de vendre en disant achète mon produit. Quoi. Et en même temps, on voit que là, il touche directement sa cible en fait. Et c'est ça qui intéresse aussi les marques. Peut-être qu'ils touchent que 1000 personnes, entre guillemets, mais c'est 1000 personnes qui sont réellement intéressées. Donc là, par exemple, dans le cas de Fred, par exemple, ce qui pourrait se faire, Phosphore, ouais. Ce qui pourrait se faire, c'est que tu sois sollicité au bout d'un moment par d'un mec qui vend, une boîte qui vend du matériel photo et qui pourrait te sponsoriser. Ça, c'est aussi la deuxième... c'est-à-dire que les marques sollicitent parfois les studios de podcast pour directement... fabriquer un podcast de marque, mais parfois les marques vont prendre dans des podcasts qu'on appelle natifs, qui existent déjà, qui ont du succès, pour dire attendez, là, vos valeurs, là, ça m'intéresse, moi, je vais vous sponsoriser. Ça peut aussi se faire comme ça, en fait. Ouais. Pour le moment, je le fais pas parce que j'ai eu des propositions et je travaille déjà avec des marques, notamment avec Fujifilm en photo. Je suis ambassadeur chez eux depuis maintenant un petit moment. Mais je leur propose pas de faire ce genre de choses parce que l'épisode de podcast dure dans le temps. Et au final, c'est une super pub pour eux parce que du coup, ils auront leur pub 5 ans plus tard encore dedans. Et j'ai pas forcément envie de monétiser ces podcasts de cette façon-là. Je le fais pas de cette façon parce que c'est pas assez rentable. Enfin, j'ai trouvé plus rentable que ça, on va dire. Mais effectivement, c'est une solution et beaucoup le font. Tim Ferriss le fait sur son podcast. Beaucoup le font et beaucoup ont fait comme toi, c'est-à-dire que pendant des années, on refusait le sponsor jusqu'au jour où il y a eu vraiment le bon sponsor avec le bon montant et aussi les bonnes valeurs. Et c'est aussi pour ça, c'est-à-dire que les podcasteurs sont hyper exigeants. Donc du coup, la cible, elle est d'autant plus fiable en fait. Enfin, on arrive encore plus à notre but finalement. Et du coup, là, dans le témoignage de Fred, je comprends que tu t'es adapté aux usages des gens. C'est-à-dire qu'en fait, voir quelqu'un en vidéo, c'est pénible, il faut être attentif, etc. Alors que l'avantage de la radio, c'est de pouvoir écouter quand on fait autre chose. Et du coup, je me demandais, ok, de savoir, c'est votre seul canal de communication, le podcast, ou est-ce que vous en avez d'autres et comment vous les vivez, lesquels sont les plus performants, etc.
Oui, non, mais c'est vrai que ça, c'est une remarque très pertinente parce qu'en fait, nous, on fait des vidéos aussi. Donc, quand on organise des panels comme ça, des discussions, des tables rondes, que ce soit dans l'espace d'expo ou ailleurs, on avait mis en place, pareil, avec des cams, un système de captation, de réalisation, de régie directe et puis de publication sur YouTube. Et en fait, on s'est rendu compte que, alors même si c'est pas sur fond blanc, mais je veux dire, voir des types discuter pendant 3 heures, enfin pas 3 heures, mais disons pendant 1 heure ou 45 minutes, bon, c'est saoulant en fait, parce que même s'il y a des fois des gros plans et tout, c'est vrai que c'est pas méga excitant. Et finalement, ce qui compte dans ces tables rondes, c'est pas tellement la mise en scène, mais c'est plus évidemment ce qui se dit. Et que du coup, on a commencé aussi pendant le confinement. Alors, il faut dire, le confinement, il a été vachement bien pour la culture numérique, pour booster un peu les pratiques. Et du coup, puisqu'on ne pouvait plus accueillir les gens en public, on a fait des enregistrements à distance et on a transformé en fait des vidéos de table ronde en podcast. Et en fait, elles ont eu plus d'écoute. Et en fait, c'est vachement plus agréable d'écouter en fait un débat, une discussion, comme là, par exemple, on est filmé, mais je veux dire, regardez cette vidéo, ça n'a quasiment aucun intérêt, sauf en live, à distance. Mais après, par contre, et entendre ce qu'on dit juste en faisant un footing, en bagnole, etc., ça, c'est vraiment intéressant. Et du coup, sachant qu'en plus de ça, le podcast, les lecteurs de podcast, c'est vachement facile à utiliser. On peut faire play, stop, revenir. Enfin, c'est hyper simple, quoi. L'ergonomie du podcast, elle est hyper simple, et ça, c'est vraiment super, super pratique. Ça, c'est vraiment l'argument majeur, parce qu'il faut savoir que 96% des gens qui écoutent des podcasts font autre chose en même temps. Vous êtes sous votre douche en train de faire la vaisselle, dans votre voiture en train de courir. Vous pouvez effectivement mettre pause, reprendre après. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment l'argument majeur. D'ailleurs, on voit bien que des émissions de télé comme C'est dans l'air, où ils sont effectivement autour d'une table, ça y est, c'est devenu des podcasts. C'était évident, on peut faire autre chose en même temps, quoi, c'est clair. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Mais nous, d'ailleurs, c'est même l'idée, c'est de transformer nos conférences, les tables rondes qu'on organise, en enregistrement de podcasts en public. Donc l'idée, c'est même de renverser le truc et de dire, voilà, on invite le public à venir là, dans 10 jours à des rencontres avec des scientifiques et des ingénieurs. Et en fait, c'est un podcast enregistré en public, et comme ça, d'entrée de jeu, on a le bon format, parce que c'est vrai qu'il y a une question d'économie aussi. Je veux dire, ça coûte moins cher quand même de produire un podcast que de la télé, que des vidéos. Et puis, c'est vrai que si on veut que ça soit vraiment agréable à écouter, avec un petit jingle d'entrée de sortie, avec un peu de rythme dedans ou pas, quelques sons qu'on va prendre. Nous, on travaille pas mal avec l'INA, avec des archives de l'INA. On a une approche sur le rétro-futur. Donc l'idée, c'est d'avoir des petites archives comme ça, des pastilles qui viennent du passé, et de faire réagir les gens. C'est ce qu'on voyait le futur dans le passé, pas du tout comme il est aujourd'hui. C'est la fameuse histoire des voitures volantes de l'an 2000. Aujourd'hui, on n'a pas de voiture volante. Par contre, on a tous un smartphone, alors que personne n'avait imaginé qu'on aurait un smartphone. Enfin bon, donc du coup, voilà, c'est ça le pitch. Et c'est vrai que c'est intéressant, et quelque part, on se fiche vraiment de la tête des gens, alors que d'entendre des gens réagir à des séquences historiques, c'est super sympa, quoi. Et du coup, ça permet comme ça de focaliser sur le contenu. Et puis le fait de ne pas être passif pendant l'écoute, ça, c'est hyper important. Ouais. Et du coup, vous avez arrivé à mesurer l'impact de vos travaux respectifs en termes, par exemple, Fred, de retour sur tes formations. Il y a des gens qui vont, comme on dit, pas valider, mais qui vont être convertis. Ouais, il y a beaucoup de gens qui viennent dans les formations en disant je suis les podcasts depuis tel jour, machin. Et c'est des gens qui, quand tu vends de la formation numérique, je me suis rendu compte que tu convertis très peu au tout début. Tu convertis sur la durée, en fait. C'est là, comme tu vends, si en plus tu vends des produits assez chers, des formations 1000, 2000 euros, tu es sur c'est pas sur de l'achat compulsif, tu vois. Tu es obligé de montrer la valeur que tu apportes à la personne, ils te suivent pendant longtemps avant de passer au next step. Et plus tu vas donner de valeur dans ton podcast, plus tu vas augmenter ta valeur perçue de ta formation derrière aussi. Donc derrière, ça permet de fidéliser aussi tes clients qui peuvent commencer sur un produit d'entrée de gamme et après derrière continuer. Et du coup, c'est l'un des axes majeurs d'acquisition, parce que tu parlais de plein de canaux d'acquisition. En fait, c'est compliqué de tout mesurer. J'ai essayé au début, ça m'a saoulé, donc j'ai arrêté. J'ai quand même basculé sur Ocha pour essayer d'avoir un peu plus de stats détaillés que sur SoundCloud. Mais au final, le truc, c'est que moi, je suis vraiment multicanal. C'est-à-dire que, par exemple, le podcast, je vais le vendre, entre guillemets, dans une vidéo YouTube, où je vais mettre un extrait de l'interview quand elle est filmée, ou quand je vais faire un format un peu sur le terrain avec la personne, où je l'accompagne. Et je vais faire des liens qui pointent vers le podcast, et le message de vente sera dans la description du podcast, par exemple, tu vois, ou dans la vidéo YouTube. Et dès que tu commences à tout traquer, ça commence à être vite pénible. Tu commences à faire des bit.ly de tous les côtés, ça commence à être pénible.
Mais là où je vois les résultats, c'est quand les gens me contactent par mail ou quand je les croise en formation en présentiel. Et quand je leur demande comment vous êtes arrivé là, la plupart, 80% du temps, c'est le podcast. Oui, donc ça a l'air très efficace quand même. Soit c'est de l'acquisition, soit c'est de la conversion. Mais en tout cas, le podcast marche super bien. Ça fait basculer, quoi. Ouais. Moi, je dirais quand même que c'est quasiment impossible de proposer à une marque de vendre un podcast sans lui garantir qu'il y aura des stats. Donc, du coup, c'est quand même l'avantage des plateformes d'hébergement comme Ocha qui permettent d'avoir des statistiques vraiment élaborées et vraiment précis pour savoir le nombre d'écoutes, etc. Et là, c'est ça aussi qui est intéressant dans le podcast, c'est qu'on peut vraiment mesurer précisément combien de gens ont cliqué, combien de gens ont écouté, on sait exactement le nombre d'écoutes. Ouais. Pour des marques, c'est une attente qui est tout de suite mise sur la table quand tu as un rendez-vous avec un client. Oui, ils ont des objectifs en général. Ils ont des objectifs, mais aujourd'hui, on n'est pas non plus sur comme c'est un nouveau produit, quelque part, c'est un nouveau média, c'est un nouvel outil de communication, en fait. Ils ont des objectifs, mais c'est pas si clair que ça, parce qu'au final... par exemple, moi je peux travailler pour des boîtes, s'il y a 400 écoutes, c'est super parce qu'ils ont potentiellement que 400 clients, donc ce sera déjà parfait en fait. Et puis d'autres, si on n'atteint pas les 10 000, c'est l'horreur. Et là, par rapport à... Donc c'est pour ça qu'il faut distinguer vraiment les podcasts, on appelle les podcasts natifs, donc un peu comme Fred, il le fait tout seul sans être produit par un studio de prod. Après, il y a les podcasts replay radio que vous connaissez tous, c'est les émissions de radio qu'on peut réécouter en replay, en mode podcast. Et puis après, il y a les podcasts de marque. Et là, quand tu disais, je suis partie à l'arrache, au début, personne n'écoute et tout. C'est vrai que la marque, quand elle va lancer son podcast, dès le premier, il va y avoir des écoutes parce qu'eux, ils ont un service com qui va lancer le truc. Le premier va être peut-être encore plus écouté que tous les autres. Donc, dès le départ, il va falloir être bon. Et il y aura des objectifs chiffrés, c'est sûr. C'est sûr. Le problème, c'est que tu peux pas, même si tu as toutes les stats, tu peux pas savoir, il faut connaître ta valeur par prospect, ta valeur par client. Si tu as une newsletter, il faut savoir combien te rapporte le prospect une fois qu'il arrive dans la newsletter. Est-ce que tu as une séquence mail automatique derrière? Ça commence vite à être très très compliqué et intraçable du tout en fait. Les marques, c'est quoi leur attente? C'est vendre, c'est se faire connaître, c'est parce qu'il faut y être, tout simplement. C'est vraiment marquer le territoire de marque, c'est clair en fait. C'est vraiment juste, pour l'instant, c'est plutôt de la stratégie de marque, marquer le territoire de marque aujourd'hui. Après, quand les marques décident de sponsoriser vraiment un podcast, là c'est différent. Parce que là, il va y avoir vraiment comme une pub au début. Et vous avez déjà sûrement tous écouté des podcasts où les gens sinon mettent la pub dans leur voix à eux. Donc quand on met la pub dans sa propre voix et qu'après on enchaîne, c'est encore plus, ça marche encore mieux. On sait aujourd'hui que je crois que le taux de transformation, ce qu'ils appellent le taux de transformation dans la pub, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'on touche qui vont acheter finalement le produit, qui vont être marquées par le produit, il est 4 fois plus élevé avec les podcasts qu'à la télé, dans la presse, etc. D'accord. Ça marche, il y a une crédibilité hyper importante en fait. Vous en pensez quoi? Ça foisonne et qu'il y en a beaucoup qui émergent, ça risque de tuer cette crédibilité? Non, c'est génial. C'est génial parce que le podcast, c'est un des rares médias où tu peux techniquement pas avoir de concurrents. C'est-à-dire que quand tu ouvres, par exemple, moi j'ai ouvert le marché sur le podcast en francophonie sur la photographie pro. C'est-à-dire qu'il y avait 2-3 podcasts sur la photographie, mais plus pour les amateurs ou sur la photo animalière, des choses assez nichées. Il n'y a personne qui parlait de marketing pour photographe ou comment tu gagnes de l'argent avec la photo concrètement. Là, il commence à y en avoir. Et le fait qu'il y en ait de nouveau, ça m'amène du trafic naturellement. En fait, mon concurrent va devenir un partenaire. Parce qu'une fois que la personne est convertie au fait de s'abonner sur Apple Podcast, de commencer à configurer une option dans sa voiture pour écouter des podcasts en roulant ou lance une nouvelle routine dans sa journée où il va écouter un podcast à telle heure de la journée, ça devient un rituel. Il va s'intéresser à un truc et il va forcément faire le tour du podcast du premier dans lequel il est arrivé pour regarder ce qui se passe autour. Et en plus, avec le système de recommandation, d'intelligence artificielle, etc., des moteurs de recherche, tu vas arriver direct derrière. Si ton contenu est bon, en fait, tu vas transformer une personne que tu n'aurais jamais touchée. Donc, c'est ton concurrent qui t'amène un lead. Et ça, c'est ultra puissant. D'accord. Quelles retombées vous avez, vous, ici, au Quai des Savoirs, avec ce format? En fait, les retombées, alors nous, les enjeux, évidemment, c'est pas de vendre des produits, mais il y a quand même un enjeu de territoire de marque, comme c'était dit, parce que c'est vrai aussi que ça contribue à la stratégie d'identité du lieu. C'est un lieu qui est récent, donc qui est pas forcément toujours très clair dans la tête des gens. Donc il y a un enjeu comme ça d'affirmer des directions et d'expliquer ce territoire. Après, au niveau des retours, nous, on est plutôt dans le champ culturel et éducatif.
on a quand même des jolis retours où, par exemple, on a des podcasts qui sont référencés sur des pages Wikipédia sur des thématiques, parce que notre podcast, à chaque fois, on a des invités, donc on invite des artistes ou des scientifiques pour discuter d'une thématique. Et du coup, on aborde des sujets assez pointus. Je pense qu'en fait, dans un podcast, il faut être pointu aussi. Enfin, après, tout dépend évidemment si on veut viser le très grand public, mais disons que le grand public, ça n'existe pas vraiment. Et donc, être assez pointu et aller vraiment parler, encore une fois, cette idée de parler à des gens qui s'intéressent à ce type de sujet. Et là, voilà, donc soit c'est des référencements, enfin, c'est beaucoup par référencement, par système de notoriété. Et après, je suis vraiment d'accord avec ce que vous disiez sur l'aspect vraiment, c'est pas des concurrents, quoi. Les gens qui traitent les mêmes types de sujets, mais de toute façon, c'est comme du marketing culturel. Je veux dire, quand on aime les polars, c'est pas deux auteurs de polars, ils sont pas concurrents entre eux, quoi. Je veux dire, ça veut rien dire. Au contraire, quoi. Si il touche un public, il a des chances qu'il fasse lire le bouquin des autres. Et en fait, c'est la même chose, quoi. C'est-à-dire que là, nous, on touche les gens qui s'intéressent au musée, à l'éducation au sens très large du terme. Vaut mieux être parler des autres. D'ailleurs, nous, on ne se gêne pas pour parler des autres podcasts qui traitent de ces mêmes sujets en disant allez les écouter. Ils sont super intéressants. Il y a des podcasts de designers, par exemple, qui sont super intéressants. On ne se prive pas pour en parler parce que, au contraire, il faut faire masse, quoi. Et ça, c'est tout ce qui est de l'ordre de la recommandation, je pense, c'est super important. Mais il suffit d'aller rue Alsace-Lorraine pour comprendre que le magasin de fringues ne fait pas de concurrence à l'autre magasin de fringues. En fait, c'est tout le contraire, ils s'attirent entre eux. Et nous, c'est pareil, plus il y en a, plus finalement les gens en écoutent. Et d'ailleurs, on sait qu'une personne qui écoute un podcast a énormément de chances de retourner écouter un podcast. En général, quand on en écoute un, ça y est, on est pris dans le truc et c'est fini. Ça devient un média qu'on va écouter régulièrement. Une personne, je crois que une personne écoute en moyenne, quand on écoute du podcast, on en écoute au moins 4 par mois. D'accord, oui, c'est beaucoup. Ouais. Mais 4, ça veut dire 4 podcasts, donc des séries en fait. Hein. Donc ça devient pas addictif, mais c'est quand même finalement... C'est pas 4 épisodes, c'est 4 séries, 4 thématiques différentes. Et ça va avec le développement des plateformes de diffusion, le développement des enceintes connectées, enfin avec tout ça évidemment. Après c'est vrai qu'on est aussi sur Ocha et c'est vrai que c'est intéressant, les outils d'analytics qu'ils développent sont quand même super intéressants. Par exemple, nous, ça nous a appris à quel moment de la semaine et à quelle heure publier pour avoir le plus de chances de toucher, de cibler des audiences. Enfin, ça permet, par rapport à Google Analytics, qui est souvent une usine à gaz dans plein de trucs. Là, je trouve que Ocha, il faut le souligner, parce que c'est une boîte française quand même. Donc, et justement, peut-être pour les néophytes, parce que c'est encore un peu nouveau, puis il y a quand même plein d'acteurs, qu'est-ce que c'est Ocha et à quoi ça sert pour vous, diffuseurs de podcasts? C'est une plateforme de diffusion de podcasts, d'hébergement, de diffusion et de plus en plus, je trouve, d'édition, c'est-à-dire pas d'édition audio, mais de promotion. Parce que là, ils viennent de sortir une fonctionnalité de newsletter, par exemple. Donc, il y a une newsletter native sur la plateforme qui permet aux gens de savoir, d'être au courant quand on publie sur la plateforme. Et voilà, c'est une boîte française on est hébergé en France avec du droit français, parce que derrière, il y a du droit d'auteur aussi. Et tout ça, c'est et concrètement, quand on est hébergé sur Ocha, après on est multidiffusé, on est sur Spotify, on est sur Deezer. Ça permet après d'être partout en même temps. Mais l'abonnement est payant en fait. Voilà. L'utilisation de la plateforme est payante. Voilà. Disons qu'il y a un premier step qui est gratuit, et puis après, si on veut vraiment bénéficier des outils analytiques et tout, c'est grave. Oui, c'est quand même plutôt... c'est multicanal. Multicanal, c'est quand même... Y compris YouTube, quand on publie un podcast, il est publié sur YouTube aussi, sur la chaîne YouTube. Enfin, je veux dire, il y a vraiment... c'est un outil... Oui, mais ce qui est un peu original par rapport à ce qu'on vit actuellement dans le numérique, où on a une explosion des plateformes, où il faut publier une vidéo sur Instagram, la republier sur Facebook, la republier sur YouTube. Enfin, vous voyez ce que... Donc oui, c'est quand même un outil que vous recommanderiez, quoi. Voilà, eux, ils rediffusent sur toutes les plateformes de diffusion, partout sur Google Podcast, sur YouTube, sur Internet. Enfin, ils sont partout en même temps. C'est vrai, mais ça a un coût en fait. Après, c'est vrai que pour certaines, les entreprises qui vont acheter un podcast de marque ne vont pas forcément vouloir être sur toutes les plateformes de diffusion. Certaines s'en fichent complètement en fait. Elles veulent juste être sur leur site Internet. Et là, c'est un MP3 qu'elles vont remettre toutes les semaines sur leur site, tout simplement en fait. Ok. Du coup, on se ménage un petit temps pour des questions. Donc, vous allez alors, en raison du dispositif, vous allez les poser, puis je vais les répéter pour que tout le monde nous entende en ligne. Déjà, quand même dire que c'est une aberration de parler avec un masque quand on parle de podcast. C'est pas possible. En fait, si on veut enregistrer un podcast, normalement, on parle pas dans un micro avec un masque. C'est impossible, en fait. Mais voilà, on vit des temps troublés. Donc, voilà. on s'adapte malgré tout. Donc je vous écoute. Ouais. Bonjour.
et la production à but peu commercial. Le sujet m'intéressait, le sujet de la conférence, c'est lancer un podcast, quelle utilité pour les marques et quel retour sur investissement. Je trouve qu'on a beaucoup parlé de l'utilité pour les marques et assez peu chiffré le retour sur investissement. Là, on parle de... Alors pour Frédéric, je crois, là, tu nous as parlé de l'équipement, l'investissement assez faible et finalement la décision de peu tracer le tunnel d'acquisition parce que finalement tes auditeurs et tes clients viennent de différents canaux. Par contre, Nila, ce qu'elle propose, c'est une prestation, concrètement une prestation de production de contenu pour les marques. Moi, je serais très intéressé de savoir quels sont les prix du marché aujourd'hui pour vendre une prestation de marque. Je ne demande pas une transparence absolue sur les prix des prestations, mais est-ce qu'il y a des prix du marché ou est-ce que pour l'instant comment en fait on parle de... Alors je résume la question pour, pour ceux qui nous suivent en live. Donc en fait la question, puisqu'on a beaucoup abordé technique, éditorial, etc., c'est sur le retour sur investissement. Comment les marques font-elles pour calculer un retour sur investissement? Et donc ça suppose de connaître un peu le prix de prestation de la production d'un podcast et de la façon dont elles vont s'y prendre pour calculer un petit peu la rentabilité de ce produit. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la cible en fait. Déjà, elles savent qu'elles vont toucher leur cible, donc c'est un budget pub basique par rapport à ça. Après, il n'y a pas vraiment de tableau effectivement de prix de podcast, mais quand même, ça va entre 1000 et 10 000 euros l'épisode. Voilà. Donc il y a pas mal quand même aujourd'hui de studios de production de podcast à Paris qui vont gérer ça. Il y en a aussi quelques-uns ici à Toulouse, à Lyon, ça se développe. De toute façon, c'est en plein essor en fait, parce que c'est vrai que c'est des budgets quand même intéressants, mais c'est tellement rien par rapport à la pub télé, par exemple, ou même par rapport à la création d'une pastille pub, que ça devient hyper intéressant. Je pense que le retour sur investissement, il est comparable à, par exemple, à Instagram, enfin à une marque qui va être vue sur Instagram. Typiquement, ça va être le même genre de truc, c'est-à-dire qu'on va cibler aux influenceurs, en fait. On va cibler sa marque, en fait. Là, j'ai quelques chiffres aux États-Unis, et ça, c'était en 2018. Le marché a atteint 479 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est une progression de plus de 50% par rapport à 2017, juste. Aux États-Unis, ça y est, ils sont dedans, ils gagnent tous énormément d'argent. Ils ont un vrai retour sur investissement, c'est sûr. Donc, soit c'est du sponsoring, soit c'est du podcast de marque. Mais je vous disais, ça, il faut quand même bien faire la différence. Et c'est toute la différence entre la stratégie de marque, quand on va chercher d'abord la notoriété avant de chercher à vendre. Là, on fait un podcast de marque. Si on veut chercher à vendre direct, on passe par du sponsoring en mettant dans la voix. Et par rapport à ça, ce que je disais tout à l'heure sur le fait que tu pouvais te faire financer ton podcast, on sait que ça peut aller jusqu'à 40 000 euros par épisode pour... alors, honnêtement, je n'ai pas le nom, mais du podcast, c'est un podcast, un gars qui a fait un podcast sur la finance. Pour les banques, quoi. Enfin, il parle de finance, il est hyper pointu, hyper calé, son podcast cartonne. Il a, lui, donc refusé pendant longtemps d'être sponsorisé, et un jour, il a trouvé la banque qui le sponsorise, et lui, voilà, c'est le summum, il est à 40 000 euros l'épisode. C'est du sponsoring de base. Voilà. Mais il a travaillé longtemps, il a des vraies compétences, et en fait, la banque qui le sponsorise sait que sur ses auditeurs, ce ne sont que des gens qui peuvent investir, enfin qui peuvent aller chercher les produits de cette banque-là. Donc c'est hyper rentable pour lui. Là, il y a un vrai retour sur investissement. Et dans le sponsoring, souvent on parle de coût pour mille, que ce soit auprès d'influenceurs ou de médias. Est-ce qu'on commence à avoir une base de coût pour mille? Sponsoring, on commence à avoir des notions de coût pour 1000 pour un petit peu évaluer tout ça. Tu l'as comme sur Instagram, je ne rappelle plus le nom, mais il y a un site, une sorte de simulateur qui te permet justement de trouver combien tu vaux, enfin combien tu pourrais vendre un post. Ouais, mais tu peux concrètement, tu peux le faire sur un podcast, puisque du moment que tu as les mêmes stats, tu sais combien il y a de gens qui regardent l'épisode. Tu as le watch rate aussi, la durée de temps de rétention de ton prospect, enfin de personnes qui écoutent. Donc tu peux plus ou moins calculer un truc. Je crois qu'il y a un podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself, qui est géré par Mathieu Stéphanie, qui a monté une boîte qui s'appelle Cosa Vostra. Je l'avais interviewé dans mon podcast, justement.
Et lui, il a fait un épisode où il explique un peu tout ça, l'envers du décor de ça, il répond à des questions. Il expliquait que lui, il vend du placement de produit. Il commence certains épisodes en disant aujourd'hui, c'est sponsorisé par Petit Bambou parce que j'ai testé l'outil, la méditation, c'est génial, machin. Ça dure 1 ou 2 minutes. Il va vendre ça, je crois qu'il est autour de 1 000 €, je crois, un truc comme ça. Il dit ça en off, il me semble, dans ce là. Mais lui, c'est pas l'objectif en fait. Pour lui, c'est pas ça. L'objectif pour lui, c'est de faire du réseau avec la personne qui va interviewer, parce que derrière, ça devient un client de l'agence de com. Et il récupère un autre réseau aussi derrière. Donc c'est toute une question de business model en fait. Comment tu veux monétiser le podcast? Tu peux aussi faire de l'affiliation qui va peut-être être vachement plus rentable qu'un simple placement de produit natif. Si tu fais la promotion d'un produit, que tu récupères une commission sur les ventes, si tu touches ne serait-ce que 1000 personnes, mais des personnes qui t'écoutent à chaque fois religieusement jusqu'à la fin, tu peux gagner bien plus qu'en faisant de l'affiliation comme ça. Pas que de faire d'un placement de produit en disant merci à telle marque qui m'a sponsorisé. Sachant qu'en plus, la relation que tu as avec l'auditeur change du moment que tu deviens un panneau publicitaire, quoi. Et les youtubeurs sont les meilleurs exemples pour ça, quoi. Ils ont du mal à dire sponsorisé par NordVPN, Red Chat de Légende, machin. C'est le problème des influenceurs Instagram aussi. C'est ça. À titre indicatif, aujourd'hui, il y a certaines boîtes qui proposent de vous aider à trouver des sponsors pour financer votre podcast. Et en fait, tant qu'on n'a pas atteint les 4000 auditeurs par épisode, ils considèrent que ça ne vaut pas le coup de nous aider à sponsoriser. Donc voilà, ça donne une idée. Ça donne quand même une idée. Et la suite de la question? Tout à l'heure, Fred parlait d'une rentabilité autre que le placement de produits pour ses podcasts. Du coup, on lui repose la question pour qu'il nous livre son secret. En fait, ça n'a rien de secret, c'est l'affiliation, la vente de tes propres produits, la prestation de services. Formation, tu peux le décliner en accompagnement présentiel, en ligne, style des webinaires, du PDF, de l'e-book. Et en plus des choses qui n'ont rien à voir, parfois qui sont super autres, genre une relation avec une personne qui va t'amener moi sur des reportages ou des accès que j'avais pas avant, des trucs que tu pourras jamais monétiser en fait. C'est pour ça que tu as des limites en fait tu fais pas une pub Facebook où tu sauras exactement que tu as gagné, que tu as payé ton lead 1,50 € sur telle campagne avec tel visuel, tel texte, quoi. Ça n'a rien à voir. Par contre, derrière, si tu es capable de savoir combien tu convertis un lead qui rentre dans ta séquence mail ou dans ton environnement, là, à toi de voir combien ça te coûte en temps, en énergie, en investissement pour faire rentrer ce lead. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, on a encore un peu de temps. Oui. J'ai une question sur le contexte Covid qui fait que difficile, j'imagine, de voir des gens. Alors, une question technique dans la salle sur le contexte Covid, puisque c'est difficile aujourd'hui d'interviewer des gens en direct, sauf les masques. Et du coup, question posée sur une solution technique adaptée pour faire des interviews à distance et avec une qualité de son, je suppose, qui soit correcte pour une diffusion. En fait, on a vite compris que c'était aussi une opportunité, le podcast, parce qu'avec le confinement, avec le fait que les gens soient chez eux, et que justement, effectivement, il y a eu beaucoup plus d'écoute de podcasts ces derniers temps, ça a explosé. Et au début, je me suis dit, ça va être super facile finalement d'en faire. Et en fait, ça a été le gros défi du confinement, d'arriver à quand même réaliser des podcasts malgré la distance. Et en fait, il n'y a rien de tel que de voir les gens en vrai, de les avoir en face, de les regarder, de vraiment discuter avec eux pour que ça rende en fait, pour que ça rende quelque chose. Enfin, tous les podcasts que vous allez écouter, en général, s'il y a une interview, la personne est là parce qu'il faut l'entendre, il faut lui parler, il faut être ensemble. Donc c'est vraiment très compliqué, mais techniquement, c'est complètement faisable. Aujourd'hui, il y a des applis qui permettent d'enregistrer des pistes directement sur l'ordinateur, avec vraiment des pistes distinctes. Et puis, il y a du matériel qu'on peut brancher directement. Le mieux, c'est de brancher... Il y a des micros maintenant qui se branchent directement sur l'ordi, qui sont hyper... c'est incroyable, ça modifie super bien le son et c'est génial. Mais moi, j'avoue qu'on s'est retrouvé à envoyer un enregistreur haut de gamme à une cliente qui s'est mis derrière en visio. Je lui ai fait l'interview en visio. Elle a allumé toute seule le matos qu'elle a reçu par colis.
elle s'est enregistrée, elle nous a renvoyé les sons en mettant la carte SD, quoi. Donc il y a eu quand même des galères au début, même si on pouvait s'imaginer que ça allait être facile techniquement, ça ne l'est pas tant que ça, parce que pour avoir un très bon son, il faut quand même du bon matos. Vous avez noté plus d'audience pendant le confinement ? Oui. Oui, clairement. Et c'est vrai, oui, je rejoins sur le son. En fait, c'est vrai l'importance quand même de la relation visuelle aussi dans l'interview, dans l'entretien. Du coup, nous, on a fait aussi avec Skype, par exemple, pour avoir le visuel, et puis en passant par un autre canal, parce que au studio qu'on a, on a un enregistreur téléphone, donc on peut avoir des gens au téléphone. Mais c'est pas pareil de les avoir juste au téléphone que de les avoir aussi par Skype en face. Ça change complètement. Et après, c'est vrai que le confinement a boosté les audiences. Alors derrière, on a aussi une stratégie à la fois multicanal et puis aussi traditionnelle avec la presse, la PQR, etc. Puisque en tant que lieu culturel, on communique aussi beaucoup par communiqué de presse et tout. Et donc, le fait de faire savoir aussi qu'on faisait ça, ça a pas mal boosté les audiences, clairement. Merci. Tu voulais intervenir, Fred ? Ouais, pour répondre à ta question, moi j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Zencaster qui te permet d'enregistrer la piste son de l'ordinateur d'en face. Et ce que je faisais, j'ai fait peut-être une quinzaine de podcasts comme ça pendant le confinement avec des photographes, d'autres gens qui étaient pour le coup disponibles puisqu'ils étaient chez eux et s'embêtaient un petit peu. Du coup, c'était plus facile. Et ce que je faisais, c'est qu'on se faisait un FaceTime avec le téléphone pour se voir, avoir un contact, on enlevait le son et voilà. Et ensuite, ça devient facile. Après, tu peux aussi faire un backup en demandant à la personne de mettre un main libre dans son téléphone et d'enregistrer avec le dictaphone du téléphone. Quand tu parles avec le micro ici du main libre, c'est très très bon. Tu as des journalistes radio qui bossent aussi comme ça parfois dans le rush, donc sur France Bleu, etc. Donc ça marche. Et après, sur Zoom aussi, le son est pas... si c'est bien... Si t'es pas dans une pièce qui réverbe et tout, ça le fait, quoi. Donc ça peut passer. Après, c'est clair que le contact de voir les gens, c'est toujours mieux, d'être en face, c'est toujours mieux. Mais quand tu es sur un truc de niche où tu as le même vocabulaire que la personne, qu'il y a une accroche émotionnelle aussi parce que tu es recommandé ou que tu connais le travail de la personne, ou tu as parlé en amont aussi pendant 1 heure au téléphone pour préparer le truc, éventuellement, j'ai pas ressenti énormément de différence avec les moments où je suis avec la personne en face, dans le contenu en tout cas. Ouais, Zencaster et tout, techniquement, les ingé-sons, ils s'arrachent les cheveux. C'est pas du tout la même qualité, en fait, quand même. C'est génial, parce qu'en plus, ça te crée 2 pistes son. C'est super, mais c'est pas la même qualité. Ouais. Sonore. Non, bien sûr. Mais ça dépend aussi de la personne que tu as en face, son setup aussi. C'est-à-dire que si elle parle devant un iMac dans une pièce vide, forcément, ça sera dégueulasse. Par contre, si elle est dans un environnement un peu clos, voilà, ou si tu lui dis parle dans le micro, colle ton main libre ici, accroche-le, c'est vachement mieux. Et en plus, quand tu peux tomber sur des gens aussi qui sont équipés. Quand j'enregistre des trucs avec des podcasteurs, ils ont déjà leur setup. Ouais, voilà. C'est encore plus simple. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je sais pas quelle heure il est du tout, si on dépasse ou pas. Non, ça va. Donc n'hésitez pas, d'autres questions ? Non. Ok. Rien sur le contenu, l'éditorial. Par rapport au contenu, vous avez dit qu'il ne fallait pas tomber dans le commercial, qu'il fallait... Est-ce qu'il y aurait des conseils à partager En fait, ouais, moi je pense que Ah oui, pardon, il faut que je répète la question. Ah oui, pardon. Donc par rapport au Quai des Savoirs, on a beaucoup insisté sur pour qu'un podcast soit efficace, qu'il soit écouté, il faut raconter une histoire, trouver une bonne idée éditoriale. Comment vous avez fait au Quai des Savoirs pour décider quel angle vous alliez choisir ? En fait, d'une part, comme je disais tout à l'heure, de ne pas se parler à soi, de parler à quelqu'un, de parler à d'autres, d'être concret, de parler de choses concrètes, et puis surtout d'avoir des invités, d'avoir des gens qui réagissent, qui discutent entre eux. Nous, on est 5, 5, oui, autour de la table, ça dépend des fois. Donc en fait, l'idée, c'est d'être plutôt sur un talk que juste sur une interview, et d'avoir, de faire réagir les gens, de diffuser des sons, d'être sur quelque chose. Nous, notre modèle, c'est vrai, c'est plus proche de l'émission de radio, clairement, que de la discussion intimiste. Et l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir avoir plusieurs points de vue et d'interagir avec des experts. En fait, clairement, d'inviter des gens qui, eux, sur un sujet précis. Ce qu'on a appris, parce qu'au début, c'est pareil, on a tâtonné un peu et tout ça, mais clairement, c'est d'avoir une approche éditoriale qui soit précise.
et de tout structurer autour de ça, quoi. Donc, par exemple, le podcast qui est référencé sur Wikipédia, c'est sur les femmes et les sciences. Donc, comment en fait on peut avoir une égalité des chances dans la recherche scientifique, où en fait on n'entend jamais parler de femmes à part Marie Curie, alors qu'il y a plein de femmes qui font de la recherche et qui réussissent super bien. Et donc là, on a discuté, on a invité des gens qui sont à la fois des militants, à la fois une sociologue qui a un avis, enfin, concret, quoi, avec des faits, avec des trucs réels. Et voilà, et l'idée c'était de dire comment on peut faire concrètement dans l'action, et on est sur une approche éditoriale qui est à la fois pointue et en même temps opérationnelle, quoi. L'idée c'est pas de faire un cours de fac, on n'est pas là pour ça. C'est comment ce podcast il peut être utile aux gens à qui on parle, et comment ils peuvent derrière s'inspirer. Pour nous, l'enjeu c'est vraiment d'inspirer les autres pour aussi développer des expériences. C'est ça qui est particulièrement intéressant en fait, c'est à chaque fois qu'une marque sollicite ou qu'une institution sollicite ou qu'une association sollicite, de réfléchir à comment on va parler, enfin comment on va mettre en scène, c'est presque de la mise en scène en fait, le sujet. Comment on va le mettre en avant? Est-ce que voilà, on peut le faire comme une émission de radio, on pourrait très bien imaginer de le faire comme des flashs, infos, mais il n'y a pas que ça, on pourrait aussi le faire sous forme de fiction, sous forme de reportage. Enfin, du coup, c'est génial en fait, tout est possible, on peut tout imaginer, et c'est vraiment pour se mettre au service du sujet, quoi. Vous avez hésité avec d'autres formats? Parce que vous avez dit que tâtonner, j'imagine vous auriez pu faire le petit point suivant sur une notion. Ouais, non, c'était l'idée aussi de faire un peu, de balayer plein de thématiques différentes dans un épisode, et ça c'est pas très bon, je pense. Il vaut mieux focaliser sur une seule thématique et puis l'aborder avec plein de regards différents. Mais je pense aussi à un autre podcast qu'on enregistre ici, qui est celui qui est fait par la Mêlée, qui s'appelle Ça marchera jamais, sur l'entrepreneuriat justement étudiant et des jeunes. Et voilà, il a une super il a un bon angle éditorial, je trouve, avec cette idée d'avoir une sorte de maître Capello aussi en permanence, qui vient décrypter le vocabulaire de l'innovation, du marketing digital, etc. Et du coup, il a un ton. Ce que je veux dire, c'est qu'il a un ton, il a une âme, quoi. Ce podcast, quand on l'écoute, voilà, c'est celui-là, c'est pas un autre, quoi. Il y en a plein des podcasts sur le marketing digital et tout, mais celui-là, il est intéressant, je trouve, parce qu'il a ce côté très proche, et on sent en fait le caractère des gens qui le font, quoi. Enfin, on sent leur personnalité, et c'est ce qui rend aussi ce média super humain hyper intéressant. Oui. Est-ce qu'il y a un format idéal pour un podcast en termes de durée? Alors, question pratique, est-ce qu'il y a un format idéal pour un podcast en termes de durée? Non, il n'y a pas de format idéal. Un podcast, ça peut être 4 minutes, ça peut être, en gros, c'est dans les 4 minutes, dans les 20 minutes, dans les 45 minutes ou dans l'heure et demie. Enfin, voilà, en gros, c'est ça, les formats. Et c'est pas plus facile à faire, enfin, à la conception, c'est pas plus facile de faire un podcast de 4 minutes qu'un podcast d'une heure et demie, parce qu'au final, 4 minutes, il faut synthétiser. Enfin, donc, en fait, pour l'instant, il n'y a pas, et j'ai pas vraiment de chiffres là-dessus. Et je crois que les gens peuvent écouter de tout, en fait. Tout marche. Quand ça marche, c'est pas forcément en fonction de la durée. La question, c'est si l'attention est maintenue et si la qualité est au rendez-vous, les gens sont prêts à rester très longtemps. Il y a des chiffres de médiamétrie qui sont tombés récemment, mais ils n'ont pas forcément mis ça en avant. Ouais, non, mais c'est intéressant parce qu'on se pose toujours cette question, Ouais. vraiment de la durée. Et en fait, il y a plein d'études aussi qui montrent que la durée, elle est pas. Enfin, c'est un facteur qui intervient très peu dans le succès, quoi. Parce que, mais même sur les youtubeurs, on peut regarder des chaînes de youtubeurs où finalement ils ont des durées variables, quoi. C'est pas du tout calibré comme en télé. Et en fait, ça marche super bien. Et moi, je suis toujours étonné, même pour Thinkerview, par exemple. Enfin, c'est le truc qui m'étonne toujours chez Thinkerview. Chaîne, incroyable. Voilà. Mais l'algorithme joue sur ça aussi. Le fait que tu aies une durée de watch time qui soit importante, ça veut dire que l'algorithme considère que le contenu est intéressant, les gens restent jusqu'au bout, donc ils vont le mettre en avant la prochaine fois. Donc plus c'est long, techniquement, et que tu as une audience derrière, plus ça peut fonctionner. Mes podcasts, ils font jusqu'à 2h30 parfois. Et les gens aiment bien. Les gens restent jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je termine en laissant un appel à l'action, et je vois l'appel à l'action fonctionne. Et il y a même des gens qui m'ont contacté pour me dire ce serait bien qu'il y ait des formats plus longs, parce que moi quand je vais courir, je vais courir plus d'une demi-heure, donc du coup ça serait bien d'avoir un truc plus long. Donc en fait c'est ça qui est génial, c'est que c'est libre. Puis en fait, on sait le format. En fait, quand on va l'écouter, on sait combien de temps il fait. Donc je veux dire, on va le chercher, ça, le format. Donc on le sait, on sait qu'on en a pour 1 heure ou pas. Voilà, pour Thinkerview, la chaîne, le podcast, la chaîne YouTube qui est citée, c'est un format d'interview d'hommes politiques, de chercheurs, de gens qui ont quelque chose à dire, qui sont jugés intéressants. Et en fait, le format, c'est on les laisse il y a un intervieweur qui peut être agaçant peut-être, mais qui pose pas trop de questions quand même et qui laisse développer.
Et en fait, c'est là où c'est saisissant, c'est que sur notamment YouTube, ça dépasse régulièrement le million de vues et il y a un plan. C'est-à-dire qu'il y a un plan d'interview, un plan fixe. Et les gens vont au bout, il y a 1 million. Pour certains invités, c'est assez incroyable. Mais Donc, c'est sur ça un fond aussi. noir, c'est hyper minimaliste et ça fonctionne. Et c'est ça aussi qui est vraiment novateur et qui est vraiment original. C'est-à-dire qu'avant, tout le monde aurait dit « Ah non, tu peux pas faire parler… » En radio, moi j'ai fait de la radio pendant des années, on nous disait « Tu peux pas faire parler quelqu'un plus de 6 minutes, arrête de rêver, c'est pas possible. » Bien sûr, en fait, Slate, Transfert, pendant 45 minutes, 1 heure, on écoute un mec nous raconter sa vie sans question, sans rien, et on tient. Et c'est des histoires qui sont pas non plus complètement… C'est juste qu'elles sont bien racontées, qu'elles nous tiennent en haleine, que finalement, si on l'a l'attention à un moment donné… Enfin, en tout cas, on la trouve. Il y a de la place pour ce format. Je pense que vous serez d'accord. Elle est plus facile à conserver sur le format audio que sur une vidéo. Oui, parce que pendant ce temps, on fait autre chose. Parce que c'est ça, en fait, le pendant de ma question. Moi, je veux lancer un projet d'interview. Tu fais ton format Alors, audio. attends, il y a dans la salle, quelqu'un a un projet de lancer un podcast d'interview d'experts et il y a une hésitation entre la vidéo et le podcast. Tu fais les deux, tu fais ton format long audio et tu condenses la vidéo pour faire un format plus court, plus dynamique, que tu peux même monter 2 fois. Tu peux faire un format de 1 minute pour faire sur Instagram parce que c'est limité à 1 minute. Tu peux faire 5-10 minutes pour YouTube. Pareil pour Facebook en contenu natif. Le contenu qu'on crée, en fait, quelque part, on s'en fout du support ou du format puisqu'on peut le mettre partout. Et un format audio peut être transposé en vidéo avec des systèmes comme Ocha le propose maintenant. Mais il y a aussi des services comme Headliner qui permettent de créer des vidéos avec une petite wave qui permet de rendre un petit aperçu un peu dynamique. Et on peut faire des épisodes de plus d'1 heure comme ça. Donc, l'audience qui sera sur YouTube ne sera pas forcément la même que sur Apple Podcast, qui ne sera pas la même sur SoundCloud, qui ne sera pas la même sur Facebook, etc. Donc, ça suppose quand même beaucoup de travail d'édition derrière. Ouais, mais tu peux l'automatiser tout ça. Soit tu peux le sous-traiter dans le cadre d'une entreprise, soit tu le planifies avec des services comme Later, où tu vas bosser une journée entière sur ton éditorialisation de ton contenu, et après ça part pendant 1 mois ou 2, et tu n'as plus rien à faire. C'est ça qui est cool. Mais je pense que c'est important effectivement de ne pas opposer la vidéo et le son. Ça c'est clair, c'est essentiel. Enfin, ce sont 2 outils différents. Vraiment, donc il y a de la place pour les deux dans les services de com, il y a vraiment de la place pour les deux. Il ne faut pas en faire le même usage, par contre, je pense, il ne faut pas estimer que les gens vont les consommer de la même façon. Ceci dit, j'insiste encore, Fred, sur le son, la qualité du son. Et quand on fait du son avec une caméra, c'est pas pareil que de faire du son avec un micro. Voilà. Donc, ça va changer. Moi, quand je fais mes vidéos, il faut juste penser qu'on va faire du bon son. Voilà. Si j'utilise le même son, j'utilise mon petit dictaphone aussi pour les vidéos. Oui, tu resynchronises derrière. Tu synchronises. Oui, voilà. Et ça, il faut y penser. Ah, carrément. Oui. La question, c'est en gros une précision sur la thématique du podcast dont tu parlais tout à l'heure sur les finances, et qui est financé par qui est sponsorisé par une banque. Honnêtement, je sais pas. Moi, j'ai eu le témoignage en fait de cette personne qui fait ce podcast lors d'un salon du podcast en l'occurrence. Lui, il a raconté son histoire, mais je n'ai jamais écouté moi-même ce podcast-là. C'est vraiment très précis, c'est de la finance, mais vraiment, je sais pas de quoi il parle exactement. Je vous invite à aller voir éventuellement. Il y en a plein, de toute façon. Oui, on peut trouver son bonheur sur toutes les thématiques. C'est comme le digital, la finance, il y en a plein des podcasts. D'autres questions? Une dernière, je pense. Pas vu l'heure. Non? Bien, du coup, je pense qu'on va conclure cette table ronde. Je vais vous remercier beaucoup d'être venu participer pour témoigner de vos expériences respectives. Et j'espère qu'en ligne et dans la salle, il y a eu des choses qui seront passées, des infos que vous aurez eues, que vous aurez appris des choses. Voilà. Donc la soirée continue pour la mêlée qui fête ses 20 ans, je crois, ce soir. Donc voilà. Merci à tous et donc à bientôt au Quai des Savoirs. Merci. Merci.